Hello, comment ça va? Comment vous allez? Vous êtes là? Pour ma part, je viens de boire un grand mug de soupe miso. J'ai très chaud. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un épisode, je pense, enfin, assez court en tout cas. Peut-être pas très court, on verra. Mais je sais pas si je vous avais dit, mais j'écris un petit peu. Voilà, j'écris un petit peu des trucs. Genre, j'utilise un stylo et une feuille comme beaucoup de gens. Voilà, je suis pas la seule personne. Ou mon téléphone. Bref, j'ai écrit un peu. On va pas s'éparpiller aujourd'hui. Et du coup, dans cet épisode, je me suis dit que j'allais juste vous partager une chose que j'ai écrite, qui est une nouvelle. Ça dure pas très longtemps, c'est 3 pages. Je l'ai écrite pendant un cours d'écriture que j'avais pris pendant un mois. L'idée c'était de genre de venir avec une idée et de partir avec un projet à la fin qui pouvait après être développé dans autre chose si on le voulait. Du coup voilà, je vais pas trop parler, je vais directement me mettre à lire. Je vais juste vous faire un petit trigger warning au cas où, comme ça au pire on se retrouve la semaine prochaine. Ça parle de deuil, il y a une petite partie où juste il y a du sexe. Pas moi qui bug sur le mot. Je crois que c'est tout ce dont je peux vous parler au niveau trigger. Ouais, c'est juste principalement c'est un deuil quoi. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà, let's go, c'est parti, je vais me mettre à lire en espérant que je vais bien lire. Comment cette odeur de javel ne le réveille pas? J'ai les yeux aussi rouges que lorsque j'élis mes émotions sous la fumée et ma muqueuse nasale fond au contact des effluves. Pourtant, je n'ai jamais vu mon père aussi paisible. Face à moi, un homme aux airs de Mr Bean dégueule d'une tristesse hypocrite comme s'il avait été payé pour ce rôle. Ma sœur, Rania, semble inhabitée, occupée à planifier la suite de la cérémonie. Je voudrais m'enfuir à cet instant, mais mes tantes insistent pour que je lui dise adieu et bloquent l'entrée de la chambre. C'est le moteur de la camionnette, utilisé comme corbillard, qui nous sort de cette méditation mortuaire. Le premier jour de cérémonie, c'est un cortège d'hommes, et Rania, qui accompagne le corps pour son dernier trajet avant la mise en terre. J'ai l'impression de faire tâche. Tout le monde me regarde comme s'ils attendaient quelque chose de moi. Certains sont une partie éloignée de la famille, les autres sont des amis d'enfance ou encore des patients reconnaissants. Après un arrêt à la mosquée, où ceux qui le souhaitent posent le front au sol en son honneur, tout est allé très vite. Me voilà face à ce minuscule trou, où je n'imagine que son mètre 90 ne rentrera qu'en pièces détachées. Au rythme des versets coraniques, un linceul blanc, à la forme humanoïde, est déposé sur son flanc droit, puis recouvert de terre. Je retiens ma respiration quelques secondes, quand le tout est bouché par 4 dalles, elles-mêmes recouvertes de terre. Enfin, pour marquer le sens du corps, une pierre est déposée en guise de stèle. Il a vue sur mer. À notre retour, la maison a changé. Les tables, les chaises, les nappes, tout est irréprochable pour l'arrivée des invités. Mon père aurait détesté toute cette attention. Il avait déjà du mal à accepter que l'on perde notre temps à préparer un gâteau pour son anniversaire, dont il ôtait toujours les bougies qui marquaient son âge. 63 pour les dernières. Avant d'en manger une part, gêné. Ce soir, les pleurs laissent place au rire nostalgique qui étouffe les pièces de la maison. On se raconte des anecdotes, des moments de vie, des bizarreries du défunt pour continuer à le faire vivre. Rania sourit des yeux. Elle aime se perdre dans cette foule jusqu'à en faire partie. Cette joie n'est brisée que par le groupe venu chanter des louanges dont le matériel dysfonctionnel fait tordre les visages. Seuls les enfants rient face au sursaut de leurs parents à chaque coup incisif sur leur tympan. Je n'attends pas le dîner pour rejoindre ma chambre après cette journée fatigante. Les bras de Morphée ne souhaitant pas m'accueillir, j'allume mon téléphone et défile les offres des hommes aux alentours qui proposent de devenir mon daddy. Un père de perdu, 10 de retrouvé. Parmi ces profils, je reconnais Sofiane, un ancien camarade d'études supérieures. Il a toujours son air intello avec ses lunettes de travers et j'ai très envie d'apprendre de nouvelles choses. J'entame une parade nuptiale par message à laquelle il semble plus que réceptif. La température monte rapidement et en quelques secondes, mon corps libère assez d'oxytocine pour que je ferme les yeux. J'ai pourtant l'impression d'avoir dormi 2 heures quand la maison reprend vie, au premier rayon du soleil. Aujourd'hui, ce sont les femmes, et moi, qui visitons la tombe. Leur visage arrive dur et sec, mais plus la distance entre elles et la butte de terre diminue, moins leur vue est nette. Je vois ma sœur comme je ne l'ai jamais vue. Son visage est déchiré par le chagrin d'admettre la disparition de l'un de ses meilleurs amis. J'essaie de pleurer, mais rien ne sort. Submergée d'émotion, une de mes tantes entame une prière en direction des pieds du défunt. Ma lèvre saigne sous la pression de mes dents pour m'empêcher de rire, contrairement à ma cousine qui explose comme une bouteille sous pression. À notre retour, la maison s'est vidée. Il ne reste que la famille et ses contours. Sur le pas de la porte, je reçois l'invitation de Sofiane à réitérer, dans le réel, nos ébats de la veille. Entre regarder cette armée de postillons quittant la bouche de mon oncle pour atterrir sur le visage d'un chat de quartier qu'il tente d'attraper et voir le puzzle complet du corps de Sofiane, un choix laborieux s'impose à moi. Mais je décline son offre quand ma tante, Fatima, crie mon nom et celui de ma sœur depuis l'étage. Elle nous fixe de tendresse, mais ne dit pas un mot quand elle pose sur une table un petit carnet appartenant à mon père. Sur la première page, une phrase: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le reste est recouvert de ratures, de pensées incompréhensibles et du nom de ma mère. Il y a aussi une photo de Rania, qui paraît microscopique dans sa chambre d'enfant,
Une deuxième où je tiens un téléphone plus grand que ma tête, et une troisième de mon père. Il doit avoir 21 ans, assis en tailleur sur son lit, il a l'air de Jimi Hendrix, tout sourire, une guitare à la main. Notre ressemblance me perturbe. Pendant longtemps, je lui en ai voulu de ne pas être rentré dans les rangs, d'avoir été le barbare de ces histoires de blancs, d'avoir été plus libre que moi face à ces géants. Je me suis souvent demandé s'il regrettait d'avoir fait des enfants, si sur son plan de vie, la responsabilité de notre existence était un fardeau, si tous ses rêves s'étaient éteints à notre arrivée. Puis j'ai écouté la difficulté de s'être battu pour survivre et de voir une part de soi vivre dans l'insouciance de pouvoir se nourrir. J'ai vécu la honte de justifier continuellement la valeur de sa présence dans un monde qui n'admet même pas ton existence. J'ai compris la volonté d'abandonner, de fuir, de quitter le navire pour ne pas périr sous leur violence. Et j'ai réalisé qu'en s'éloignant, en s'effaçant jusqu'à l'oubli, comme une preuve de son amour, il espérait que nos similarités se délitent pour que nous ne subissions pas cette même haine qu'il avait supportée. Alors j'ai pardonné. Le dernier jour, tout est plus calme. La température aussi s'est adoucie. Après l'ultime visite de la sépulture et une distribution de pain et de dattes comme aumône, tout le monde s'active pour redonner de l'ordre à cette maison qui semble avoir été ravagée par une classe de maternelle. J'esquive l'exercice et ça m'arrange, car j'ai l'impression qu'un monstre a décidé d'allumer un feu dans ma poitrine. Cela faisait depuis une éternité que je n'avais pas ressenti cette douleur. Enfant, mon père me disait de boire un verre d'eau pour éteindre les flammes dans mon thorax. Le soleil a presque fini sa course quand je rejoins ma sœur qui fouille dans les livres de cuisine. Elle m'explique, agacée, chercher l'épice que notre père mettait dans un plat qu'il nous préparait. Je ne peux me retenir de rire devant la gravité de son expression faciale. Dès la première note de ma moquerie, je sens une main s'écraser violemment sur ma joue et une pluie de reproches atterrir sur mon visage. Égoïste, cynique, insolent, elle me rappelle brutalement qu'il n'était pas que mon père, mais le sien aussi. J'attrape une veste et fuis la maison. Aux mains d'une émotion que je ne maîtrise pas, je demande à Sofiane de le rejoindre. Le bitume se marque sous mes piétinements. À peine m'a-t-il envoyé son adresse que mes lèvres touchent les siennes. Je le laisse mordre mon cou, attraper ma poitrine, me pousser sur son matelas, et bientôt je le chevauche plus par nécessité que par envie. Un coup de rein plus intense me fait lever la tête. Sur son mur, j'aperçois une photo qui me fige immédiatement. J'allume la lumière, descends du lit, et sur le bureau un tas de livres sur Socrate s'accumulent. Cet idiot m'explique écrire une thèse sur le personnage. Paniqué, comme si mon père venait de rentrer dans la chambre, je me rhabille et quitte l'appartement. Je n'ai pas le temps de dépasser le palier de l'immeuble avant de vomir. J'aurais aimé régurgiter une mélasse verte dessin animé, mais le liquide visqueux au coin de ma bouche se compare plus à du goudron. Les morceaux qui parsèment le sol m'indiquent que depuis mon arrivée, aucun aliment n'a été digéré. Pour plus d'animation, je suis immédiatement surpris par mon visage qui se crispe de peur. Des larmes à la température du soleil et au goût de salicorne m'irritent le visage. J'essaie de les arrêter mais je ne contrôle plus rien de ce que mon corps exécute et décide de m'asseoir sur le trottoir pour reprendre mes esprits. De longues inspirations me redonnent la vue. Je m'apprête à repartir quand des phares transpercent l'obscurité. La radio joue Don't Be Shy de Cat Stevens. Comme ce jour de maternelle où j'avais oublié mon texte lors d'une représentation de théâtre, et dans la voiture où passait ce même titre, mon père m'avait serré dans ses bras à m'en casser le dos pour me rassurer et embrasser sur le front par fierté. La maison est vide quand je rentre. Après m'être rafraîchi la face, je monte à la terrasse. Ma sœur est là, seule face au monde, avec sur le dos la veste préférée de mon père. Le boucan des garagistes a laissé place aux hurlements des chiens qui se battent pour des restes de poulet. Arrivé à ses côtés, je lui présente mes excuses et la félicite pour la technicité de sa gifle. Quand elle s'excuse à son tour, je remarque une pellicule de larmes posée sur ses cils et comprends que cet ingrédient mystère n'a pas refait surface. Sans poser de questions, je lui attrape la main et l'emporte avec moi dans les escaliers. Malgré la fatigue, je sens une énergie nouvelle m'emparer. Elle n'oppose aucune résistance quand je me mets à courir dans la rue. Le vent danse dans ses cheveux, nos corps survolent la poussière de sable venue de la plage et nous voilà rapidement face au cimetière. Il est tard et son entrée est bloquée par une grille. Quant au gardien, il est absent, et son chien doit faire les 3-8 à l'usine, car il ne prend même pas la peine d'acquiescer notre présence. J'attrape la chaise vide du maître, la bloque contre la porte, et regarde Rania. Comme papa. Quand il était jeune, notre père se déplaçait en s'agrippant à l'arrière des camions, et sautait la porte de ce même cimetière pour rejoindre la plage de l'autre côté plus facilement. Une fois à l'intérieur, la lune nous aide à retrouver son lit. Demande-lui. Rania ne comprend pas ma question. Je me lance alors. Salut pa, Rania voulait savoir. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase quand elle me coupe pour lui demander l'ingrédient qui lui manque. Rien ne se passe. Je réfléchis à une autre manière de lui redonner le sourire, mais en sortant les mains de ses poches, elle observe un morceau de papier tombé au sol. En le ramassant, elle lit « Cumin ». Tout s'illumine, comme si la lune n'éclairait plus que nous.
Rania saute de bonheur en comprenant avoir trouvé l'épice manquante à son plat, puis s'arrête, émue, comme si ce message venait de son père. Le temps d'un dernier adieu, au bruit des vagues, nos têtes se posent sur nos épaules respectives sans un mot. Dans le vent salé, je lance un « je t'aime » à ma sœur, comme dans la dernière scène d'un film. La réalité me rattrape et me soulage quand, après réception du message, Rania me renvoie une réponse tout aussi aimante. N'exagère pas. Voilà, c'était ma nouvelle. Ça s'appelle Vue sur mer. Voilà, c'est moi qui l'ai écrite avec mes deux mains. Period. Si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes dans la production de courts-métrages, si vous êtes dans la scénarisation d'histoires, si vous êtes BDiste, si vous êtes artiste, n'hésitez pas à me contacter. En effet, bonne soirée. Et puis comme à chaque fois, gros bisous.